Fahrenheit 451 est un incontournable de la littérature de science-fiction. Dès qu'on tombe sur un univers où la libre pensée est bafouée et où les médias sont censurés, on pense immédiatement à l'œuvre de... Qu'est-ce qui se passe? On pense immédiatement à l'œuvre de... Attendez, pourquoi il y a des mots que je peux pas prononcer? Afin de respecter les conditions d'utilisation de cette plateforme et pour éviter toute diffusion de messages inappropriés, le ministère de la Propagande de la Frontière Sud a procédé à la censure de cette transmission. Nous rappelons que tout recel ou copie de médias censurés par le ministère est illégal et passible de condamnation aux travaux forcés. Nous vous sommons d'informer les régulateurs de toute présence de médias controversés afin qu'ils soient détruits par le feu. Ceci était un message des régulateurs de la Frontière Sud. Attends, c'est quoi ça? Tu fais la propagande pour les régulateurs maintenant? Mais n'importe quoi, tu vois bien que c'est une vieille vidéo. Je suis plus du tout dans ce délire-là, moi. Putain, ça fait chier. Comment tu veux qu'on parle de censure dans une vidéo si celle-ci est censurée? Je sais pas, faut jouer le jeu, sinon la vidéo est pas visible. Mais c'est absurde, on peut pas faire une vidéo sans prononcer le nom de l'auteur du livre. Si, mais il faut le faire en rébut. Bras de beurre, I. Ah, ça marche. Bienvenue dans notre monde. Un monde où les livres sont détruits par le feu, une société conditionnée par un gouvernement qui contrôle l'information et impose sa version de la vérité. On se retrouve donc dans un pur bibliocauste avec une société dépourvue de culture et d'esprit critique. Un monde où les gens ne parlent que de ce qui les divertit et non de ce qui les fait réfléchir. Fahrenheit 451 est également une œuvre intemporelle. Quelle que soit l'époque à laquelle vous lisez ce bouquin, il aura toujours du sens puisqu'il est profondément lié au cas de censure, d'autodafé et autres cultures de l'effacement. Pour éviter les problèmes, cette transmission est également censurée à cause de certains sujets sensibles. Si ça vous intéresse de soutenir notre travail et de voir cette vidéo dans sa version complète et sans coupure publicitaire, sachez que toutes nos transmissions sont disponibles sur Patreon avec du contenu exclusif lié à la chaîne. Comme ça nous permettra peut-être de vivre un jour de nos transmissions. En attendant, on vous remercie infiniment pour votre soutien. Maintenant, si vous préférez un autre moyen de nous soutenir, on a une solution juteuse à vous proposer. Oli nous fait confiance pour réussir cette intégration commerciale, et ils n'ont pas idée à quel point on est les meilleurs commerciaux de YouTube. On a grandi en banlieue, on sait vendre de la poudre, bordel de merde. Saviez-vous que le corps humain était composé à 70% de Oli? Si, je vous assure, c'est le ministère de la Régulation des livres qui nous a donné l'information. Depuis que les océans se sont asséchés, on est obligé de boire dans l'eau de la Seine, récupérer l'eau de pluie acide et chercher dans les vasques de chiottes pour s'hydrater. Nice. Et malheureusement, l'eau c'est un peu nul à boire. C'est mon barman qui l'a dit et il a toujours raison. Mais avec du Oli, il y a juste besoin d'une petite dose pour transformer son eau irradiée en véritable breuvage de survivants. Pour commencer, on a la gamme énergie pour les survivants qui se dépensent beaucoup et qui ont besoin d'un bon coup de fouet avant l'exercice. La New Caf, c'est de la caféine cristallisée qui a un effet un peu plus long et qui peut éviter le crash post-caféine. On a également des gammes d'hydratation comme la cerise, fraise kiwi, noix de coco ou encore acide de batterie de voiture. Non, il n'existe pas celui-là. Si on arrive à en vendre assez, on arrivera à convaincre Oli d'en produire. Enfin, on a la gamme Iced Tea, c'est personnellement celle que je préfère car elle n'a pas de sucre, pas de taurine et on reste sur des colorants naturels. C'est celle qui offre un meilleur équilibre alimentaire avec des antioxydants et des vitamines. Et puis c'est bon en fait. Par contre, petit warning, le Oli est déconseillé aux moins de 16 ans. Je dois vous faire un dessin, les enfants sont déjà hyperactifs, ils deviennent des menaces pour la société dès que tu leur donnes de la grenadine. Tu veux vraiment leur donner accès à du Oli? Le Oli c'est pour nous, les vieux schnocks fatigués. Depuis que j'en bois, mes genoux ont arrêté de grincer quand je m'assois. Vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Aussi, comme le Oli est contenu dans une petite boîte en carton, c'est bien plus pratique à trimballer que 12 canettes en aluminium. Je vous dirais bien que c'est bon pour la planète, tout ça, mais bon, c'est un peu trop tard pour la sauver à ce stade, c'est surtout que c'est beaucoup plus léger que 12 canettes dans un sac, que tu trimbales pendant des tempêtes de sable, des séismes, et pendant qu'il fait 451 degrés Fahrenheit à l'ombre. J'ai chaud, j'ai terriblement chaud. Grâce au code EXITIUM, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur toutes vos commandes et vous pouvez même économiser 5 € sur votre première commande avec le code EXITIUM5. Merci à Oli de nous faire confiance pour écouler cet important stock de poudre. D'ailleurs, la police commence à poser des questions, donc ne tardez pas, l'hydratation, c'est primordial. Dans cette transmission, on va parler du roman de Ray Bradbury, des autodafés, des véritables cas de censure et des autres adaptations. Parce que certains de vous ne sont peut-être pas au courant, mais il a existé une deuxième adaptation de Fahrenheit 451, que strictement personne n'a vu. Pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette chronique du chaos. Donc planquez vos livres préférés, parce qu'aujourd'hui on va parler de Fahrenheit 451.
Prenez un bouquin imaginaire. Il est vierge et vous pouvez noter ce que vous voulez à l'intérieur. Écrivez par exemple la liste de toutes les œuvres qui vous ont inspiré au cours de votre existence. Les livres qui vous ont ému le soir avant de dormir, les jeux vidéo sur lesquels vous avez partagé des moments hilarants avec vos amis, les films qui vous ont fait frissonner dans les salles de cinéma. Prenez même le temps de décrire comment chacune de ces œuvres a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous savez quoi? Écrivez même des pavés sur les œuvres que vous avez détestées. Apportez votre regard critique et partagez votre définition de l'art. Mettez des anecdotes sur votre vie, parlez des personnes qui vous ont inspiré, déçu ou accompagné tout au long de votre parcours. Maintenant, mettez ce bouquin à côté des centaines de milliards d'autres bouquins, tous écrits par des gens comme vous, tous avec des opinions différentes et tous avec leur propre style, leur taille unique et leur propre histoire. Vous voyez cette infinité de livres? Dites-vous que tous ces bouquins doivent être détruits par le feu, parce qu'il ne peut exister qu'une seule façon juste de voir le monde. On ne peut pas construire une maison sans clous ni bois. Si vous ne voulez pas qu'une maison soit construite, cachez les clous et le bois. Si vous ne voulez pas qu'un homme se rende malheureux avec la politique, n'allez pas lui casser la tête en lui proposant 2 points de vue sur une question. Proposez-lui en un seul. Mieux encore, ne lui en proposez aucun. Qu'il oublie jusqu'à l'existence de la guerre. Si le gouvernement est inefficace, pesant, gourmand en matière d'impôts, cela vaut mieux que d'embêter les gens avec ça. La paix, Montag. Voici un aperçu de notre réalité. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on fait ces transmissions. C'est un combat primordial pour le reporter et moi, car il est quasiment impossible d'avoir accès à des livres comme chez vous. Pour le moment. D'ailleurs, vous n'êtes peut-être pas encore familier avec cette nouvelle profession des pompiers qui consiste à brûler des livres. Fahrenheit 451 nous explique que si les livres ont fini par être prohibés, c'est parce qu'ils contenaient des idées contradictoires, obscènes et pas spécialement intéressantes, qu'ils étaient une contrainte pour l'esprit et qu'ils rendaient les gens malheureux. C'est au XXe siècle, à l'apparition de la photo, du cinéma et de la télévision, que la lecture est devenue de moins en moins populaire. La société a évolué en privilégiant des activités différentes comme la télévision, le cinéma ou le sport. Puis le rythme de vie est devenu de plus en plus cadencé et en constante évolution. Les livres ont commencé à être résumés, puis leur contenu a été dégradé pour s'adapter à une durée d'attention de plus en plus courte. Au bout d'un moment, les livres sont devenus obsolètes et ont commencé à disparaître. Comme les méthodes de construction ont évolué et que les bâtiments étaient maintenant faits avec des matériaux inifugés, les pompiers ont commencé à être obsolètes. Quand les livres ont été interdits, les pompiers ont vu leur profession évoluer et leurs interventions consistaient désormais à enflammer des bouquins. On est donc dans cette époque obscurantiste où les gens n'ont pas de moyens de diversifier leur opinion ou de prendre connaissance de leur histoire passée. Les seuls documents excitants disponibles sont des photos accompagnées de quelques symboles. On peut y apercevoir des avions de chasse à travers le ciel et mener une guerre quelque part dont personne n'a aucune information. Cette histoire nous est racontée du point de vue de Guy Montag, un pompier sous les ordres du capitaine Betty. Il a une vie plutôt tranquille et il est marié à Mildred, une femme très peu curieuse qui passe juste son temps à regarder la télévision. Les extraits que vous voyez viennent de l'adaptation du film de 1966 réalisé par François Truffaut. Celui-ci est extrêmement fidèle au roman de Ray Bradbury. Oh, et merde, Fente main de margarine? La vie de Montag prend une tournure différente lorsqu'il rencontre Clarisse, une jeune fille de 17 ans qui a récemment emménagé près de chez lui et qui a l'air heureuse. Heureuse? C'est quoi ces conneries? Number you will wear, what's it mean? Oh, Fahrenheit 451. Temperature at which book paper catches fire and starts to burn. Alors que le pompier rentre chez lui, il fait un bout de chemin en discutant avec sa nouvelle voisine. Elle semble curieuse avec une grande ouverture d'esprit, contrairement à Montag qui est plus réservé. C'est une fille pleine de vie qui aime la nature et regarde très peu la télévision. Avant de se quitter, Clarisse lui pose une question essentielle. Est-ce qu'il est heureux? You happy? What? Oh, et si le monde dépourvu de culture était en fait une dystopie? Montag rentre avec cette question en tête. C'est la porte d'entrée pour notre protagoniste vers le monde du savoir, de la réflexion et également de la mémoire. Parce qu'une fois chez lui, il retrouve sa femme Mildred inconsciente car elle a fait une overdose en essayant de se suicider. Mais pas de problème, c'est le futur. Il appelle les ambulanciers qui viennent immédiatement changer le sang de Mildred et elle revient sans aucun souvenir de son overdose ni de ce qui l'a poussé à faire ça. La société n'est pas seulement dépourvue de culture et de sens critique, elle est globalement dépourvue de mémoire. Du coup, la question de Clarisse continue de tourner dans sa tête. Est-il vraiment heureux? Et est-ce qu'il aime véritablement Mildred s'il n'a aucun souvenir commun avec elle? Il se rend compte qu'il ne se souvient même pas de l'endroit où il a rencontré sa femme. Bon, tu me diras, c'est un mec, hein, on n'est même pas foutu de se souvenir de l'endroit où on mène au pont. Montag a seulement un vague souvenir de l'avoir rencontré il y a une dizaine d'années, et lorsqu'il demande à sa femme où ils se sont rencontrés, même elle n'a aucun souvenir de ce moment. Là, Montag réalise qu'il n'y a pas d'amour entre eux. Il commence donc à développer une fascination pour sa voisine.
Ce qui est un peu suspect étant donné qu'elle est mineure, mais bon. Alors pour celles et ceux qui regardent la version podcast, enfin du coup qui l'écoutent, Clarisse et Mildred sont toutes les deux jouées par Julie Christie dans le film de Truffaut. Du coup c'est peut-être un peu confusant visuellement, mais c'était une idée du producteur pour montrer une forme de dualité entre ces deux personnages. À son retour à la caserne, il croise un drone de chasse. Le drone limier n'existe pas dans le film de Truffaut parce qu'il était un peu compliqué à faire pour des raisons de budget, donc je vais mettre au montage le D209 de Robocop, hein. Voilà, parce que ça me fait marrer d'imaginer un crossover improbable entre la filmographie de Truffaut et Verhoeven. Voilà, si vous voulez, les prochains, ce sera Total Dimanche et Starship Metro. Le limier, c'est une espèce de robot chien à 8 pattes qui prend immédiatement une posture hostile en voyant le protagoniste, comme si cette machine avait immédiatement identifié le moindre trait d'inconformité dans le comportement de Montag. Alors qu'à ce stade, il n'a pas encore lu le moindre livre. Il a juste commencé à se poser des questions après avoir rencontré Clarisse, et ça a suffi à éveiller des soupçons du robot de pistage et de son capitaine Betty. Un des passages les plus iconiques du roman, c'est lors de la descente des pompiers dans la maison d'une vieille femme. Cette baraque, elle est remplie de livres. Une vraie bibliothèque. Alors là, faut imaginer que les pompiers sont comme des fous, c'est comme s'ils avaient trouvé le labo de maître de Heisenberg, c'est la saisie du siècle. I am the danger. Bon, il va bien prendre un petit bouquin. Non, c'est un pompier intègre, il va pas... Eh merde... Montag subtilise un exemplaire de la Bible et d'autres bouquins. Lui et ses collègues commencent à répandre du kérosène dans la baraque pour y mettre le feu, mais la propriétaire reste au milieu des livres. Alors que les pompiers l'invitent à quitter les lieux, elle décide elle-même de craquer une allumette et de la jeter à ses pieds pour prendre feu. À son retour chez lui, il se rend compte que ça fait un moment qu'il n'a pas croisé sa voisine Clarisse. Mildred lui apprend qu'elle est morte il y a 4 jours dans un accident de voiture et que sa famille a quitté la ville. Montag commence à se poser des questions et se demande s'il ferait pas mieux de prendre une pause et un peu de recul par rapport à son métier de pompier. Cette idée fait complètement paniquer Mildred, parce que c'est grâce à son job qu'ils peuvent se payer leur vie tranquille, et qu'elle peut passer ses journées à rien foutre devant la télé. La télévision est d'ailleurs une pièce importante dans le message de Fahrenheit 451. De nouveaux médias ont complètement détourné des gens de la lecture, et Mildred est complètement accro à sa radio et sa télévision qu'elle appelle sa famille. Mildred, c'est un peu la citoyenne moyenne dans ce monde. Elle n'a aucune imagination, aucune curiosité, aucun sens critique, elle ne pense qu'à se divertir, ne veut absolument pas qu'on remette en question sa perception du monde, ou qu'on la prive de ses précieuses sources de médias. Elle n'existe que pour consommer. Lorsqu'elle découvre que son mari cache en fait plusieurs livres sous son oreiller, elle est terrorisée à l'idée de tout perdre. Ce n'est même pas la peur que son mari soit condamné, c'est la peur de perdre son foyer et ses gadgets. On a atteint un âge d'individualisme abyssal. Les gens ne parlent que d'eux-mêmes, les musées n'ont que de l'art abstrait, et il y a une véritable crainte de l'être humain cultivé. Les activités ne consistent plus à s'enrichir, à nous questionner sur les phénomènes sociaux, ou encore à se connecter à ce que ressentent les autres. We put Madeline at the head of the table. It's Madeline, isn't it, Linda? Absolutely. Tout ce qui reste à cette société, c'est du divertissement, mais complètement dépourvu de vision ou de message. On a remplacé la réflexion par la distraction. Un contenu sensationnaliste, sans âme, qui finit juste par être oublié le lendemain. D'ailleurs, je me souviens même pas du dernier TikTok que j'ai regardé. C'est normal ? Montag reçoit une visite du capitaine Beatty à son domicile et il se fait griller avec la Bible. Grillé, hein ? Beatty est naturellement contrarié par la présence d'un bouquin chez un de ses pompiers et il lui explique à quel point les livres sont dangereux. Il faut que vous compreniez que notre civilisation est si vaste que nous ne pouvons nous permettre d'inquiéter et de déranger nos minorités. Posez-vous la question. Qu'est-ce que nous désirons par-dessus tout dans ce pays ? Les gens veulent être heureux, d'accord ? N'avez-vous pas entendu cette chanson toute votre vie ? Je veux être heureux, disent les gens. Eh bien ne le sont-ils pas ? Ne veillons-nous pas à ce qu'ils soient toujours en mouvement, à ce qu'ils aient des distractions ? Nous ne vivrons que pour ça, non ? Pour le plaisir, l'excitation. Et vous devez admettre que notre culture nous fournit tout ça à foison. Un dernier mot. Une fois au moins dans sa carrière, tout pompier ressent une démangeaison. Qu'est-ce que racontent les livres, se demande-t-il. Ah, cette envie de se gratter, hein ? Eh bien, Montag, croyez-moi sur parole. Il m'a fallu en lire quelques-uns dans le temps, pour savoir de quoi il retournait. Il ne raconte rien. Dans son long monologue, Beatty expose l'intégralité du point de vue du gouvernement sur le poison que représentent les livres. Au détour d'une phrase, son capitaine lui explique froidement que la mort de Clarisse est une bonne chose. Sa famille était apparemment surveillée et l'officier laisse comprendre que sa disparition n'est peut-être pas qu'un accident. En partant de chez lui, Beatty lui laisse 24 heures pour se débarrasser du bouquin, ce qu'il ne va pas faire. Ça donne lieu à une dispute très violente entre lui et Mildred qui tente de se débarrasser de la Bible en la jetant dans l'incinérateur de la cuisine. Du coup, Montag, qui est probablement fan de Sean Connery, met une bonne grosse gifle à sa femme. I think it's absolutely right. To give her a good slap. Yeah, absolutely.
C'est que mon opinion, mais Montag est un peu un sac à merde. Il est obsédé par des filles mineures, cogne sa femme, et je sais pas pourquoi, mais dans la version française du livre, il utilise le mot en haine. Je comprends pas pourquoi on emploie ce mot, pas du tout nécessaire, alors que même l'auteur ne l'emploie pas. D'ailleurs, même l'acteur Oscar Werner, qui interprète Montag dans le film de Truffaut, s'est comporté comme un énorme trou du cul tout le long du tournage. Werner et Truffaut se détestaient, ils évitaient parfois même de se croiser pendant le tournage, et pour faire chier le réalisateur, Oscar s'est coupé les cheveux pour créer un faux raccord, volontairement. Il refusait de suivre les indications de jeu de Truffaut, et quand il le faisait, il exagérait le trait pour jouer comme un robot. Enfin, Monsieur Werner refusait de jouer dans les scènes avec des flammes alors qu'il jouait un pompier. Une anecdote triste mais un peu drôle, les deux artistes sont morts à 2 jours d'intervalle en octobre 1984. Du coup, je les imagine aller en même temps dans l'au-delà et continuer à s'envoyer des fions. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les protagonistes ne sont pas forcément des modèles. Montag oblige sa femme à lire un livre avec lui pour voir s'ils ont une quelconque valeur et promet de s'en débarrasser s'ils n'en ont pas. Le truc c'est que Mildred elle s'en fout, elle veut juste retourner regarder la télé alors que Montag il cherche à comprendre les livres. Il est tellement absorbé qu'il ne fait même pas attention aux chiens qui grattent à sa porte. Il a l'intime conviction que ces livres renferment des réponses sur le fonctionnement de leur société et leurs problèmes actuels. Parce qu'il y a des avions de chasse qui passent régulièrement au-dessus de la ville et qui semblent prendre part à une guerre secrète. Personne n'en parle et personne se questionne. Les livres contiennent probablement ces réponses, donc Guy Montag se met à la recherche de Faber, un ancien professeur d'anglais qui a connu les livres avant qu'ils soient prohibés. Il espère donc obtenir des explications sur le contenu tant controversé de ces médias perdus. Et oui, dans le cas de Fahrenheit 451, on peut complètement parler de Lost Media. Son objectif est de faire copier les livres rapidement ou de savoir lesquels ont moins de valeur pour rendre les moins importants à son capitaine. Sur le chemin, il essaye même de mémoriser des phrases de son bouquin pour en sauvegarder au mieux la substance. Mais il n'y arrive pas. Sa mémoire est complètement inefficace et le brouhaha des publicités est tellement dense que ça l'empêche de mémoriser une simple phrase de la Bible. Et il te juge, Montag. Il te juge. D'ailleurs, est-ce qu'un mauvais montage photo avec Montag, ça s'appelle un photomontag ? Ce monde est complètement englouti sous les distractions. Les gens ne sont plus habitués à mémoriser quoi que ce soit et ces appels à l'achat constant et à l'intention des médias sont de la pure nuisance sonore pour l'esprit. Les Noirs n'aiment pas Little Black Sambo, brûlons-le. La case de l'oncle Tom met les Blancs mal à l'aise, brûlons-le. Quelqu'un a écrit un livre sur le tabac et le cancer des poumons ? Les fumeurs pleurnichent ? Brûlons le livre. La sérénité, Montag. La paix, Montag. À la porte, les querelles. Ou mieux encore, dans l'incinérateur. Les enterrements sont tristes et païens ? Éliminons-les également. 5 minutes après sa mort, une personne est en route vers la grande cheminée. Les incinérateurs desservis par hélicoptère dans tout le pays. 10 minutes après sa mort, l'homme n'est plus qu'un grain de poussière noire. N'épiloguons pas sur les individus à coups de mémoriam. Oublions-les, brûlons-les. Brûlons tout. Le feu est clair. Le feu est propre. Enfin, Montag rencontre Faber. Bon, sur les extraits avec Faber, on va plutôt utiliser les images du film Le Traître d'Anatole Litvak, parce que le personnage de Faber n'était pas dans le film de Truffaut. Pour des raisons de contraintes budgétaires et d'adaptation, Clarisse est toujours vivante et remplit le rôle du professeur, ce que je trouve plutôt habile. Mais dans le roman, une fois face à Faber, il fait non, je sais pas ce que c'est qu'un livre. Tu parles. Guy commence à déchirer des pages de la Bible devant lui et il va se mettre à table, hein. Faber accepte de parler et il va l'aider à comprendre les livres et lui explique les raisons pour lesquelles les bouquins ont été prohibés. Il explique que progressivement, les gens ont arrêté de se remettre en question, eux ou leur système. Ils sont devenus incapables de faire de l'introspection ou même de prendre le temps de réfléchir et de se concentrer. De plus, les romans possèdent un point de vue parfois cruel de la réalité. Ils montrent les pores sur le visage de la vie. Un autre problème, c'est qu'ils nécessitent énormément de temps pour être compris. Vous comprenez que dans une société où on vend du temps de cerveau disponible, c'est pas forcément une bonne chose. Un exemple très concret de ce problème, qui est de plus en plus marquant dans notre société d'aujourd'hui, c'est l'application de la loi Brandolini. Ça dit que la quantité d'énergie nécessaire pour réfuter des sottises est supérieure d'un ordre de grandeur à celle nécessaire pour les produire. En gros, ça demande plus d'énergie et de temps de débunker une connerie qu'il en faut pour la dire. Et dans une société où le temps d'attention est central, on peut le remplir avec tellement de conneries qu'il n'y aura jamais le temps de tous les débunker. C'est même extrêmement long pour un public de comprendre pourquoi certaines informations sont fausses. L'effet de saturation permet de faire passer beaucoup d'énormités à travers les mailles du filet. Et comme si ça ne suffisait pas, comprendre qu'une connerie en est une, ça demande un effort volontaire de la part de l'audience. À la vitesse à laquelle vont les médias aujourd'hui, c'est presque impossible pour un spectateur de décortiquer strictement toutes les informations qu'il ingère. De plus, une étude du professeur Kubler-Raoul de l'ESSEC démontre que les fausses informations pénètrent les réseaux beaucoup plus rapidement et profondément que les vraies informations. Ajoutez à cela la citation qu'on attribue à Joseph Goebbels, même si ça n'a pas été confirmé, un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Et pour rappel, le
mec était ministre de la propagande pour le Troisième Reich. Et d'ailleurs, même vous connaissez des dirigeants qui ne font que répéter des mensonges avec des arguments fallacieux dans des discours qui ne devraient même pas exister. Bref, même si Fahrenheit 451 est classé dans la science-fiction, on y retrouvait déjà peu de science, mais alors là, la fiction n'en est même plus vraiment. Et pour en revenir à l'histoire de l'œuvre en question, les deux lecteurs commencent à se demander comment on fait bouger les choses. Montag propose de cacher des livres chez ses collègues pour que la population perde confiance envers les pompiers et le système. Et Faber suggère de profiter de la guerre imminente pour s'éclipser. La population l'ignore, mais le pays est en guerre, et il est très probable que les bombardements aient lieu d'ici peu. Après cet échange, Faber accepte de faire des copies de la Bible et donne une espèce d'AirPod à Montag pour qu'il reste en contact. De cette manière, il pourra continuer à lui partager des conseils de lecture. À son retour chez lui, Montag voit sa femme et ses amis devant la télévision en train de tenir une conversation mais qui n'a alors aucun sens. Doesn't Cousin Midge's face look swollen? Well, that's because she's pregnant. Dans un pur acte de défiance, Montag débranche la télévision et se met à lire un livre face à Mildred et ses amis. Ce qui est extrêmement irresponsable étant donné que tout le monde est conscient du caractère hautement répréhensible de la simple possession d'un livre. Même Faber lui dit dans l'oreillette d'arrêter parce qu'il va se faire griller, mais Montag en a rien à foutre. Il lit son poème de Matthew Arnold jusqu'à ce que l'une des femmes fonde en larmes. D'ailleurs, elle n'a pas le moindre soutien de ses amis qui lui demandent de contenir ses émotions. Celle-ci se lève accusant Montag de lui avoir fait ressentir du chagrin avec son horrible poème. Toutes finissent par quitter le domicile de Montag. Les livres ont donc bien pouvoir, même si les gens sont encore un peu trop matrixés pour l'admettre. À son retour dans la caserne, il remarque que la station dans laquelle se trouvait le drone limier est vide. Là, il se souvient comment le robot s'était comporté avec lui lorsqu'il avait rencontré Clarisse. Il se souvient également du mystérieux chien qui avait gratté à sa porte pendant qu'il lisait un livre. Et alors que Montag remet son exemplaire de la Bible à Betty, celui-ci le prend au piège. Il a compris que l'esprit de Montag était corrompu par la lecture. Et surprenamment, Betty commence à citer des phrases de livres et leurs auteurs pour déstabiliser Montag. Suave nourriture d'un savoir suavement énoncé, a dit Sir Philip Sidney. Mais d'un autre côté, les mots sont pareils aux autres feuilles. Quand ils abondent, l'esprit a peu de fruits à cueillir à la ronde. Alexander Pope. Que pensez-vous de cela? Ou de ceci? Une goutte de science est chose dangereuse. Bois à grands traits ou fuis l'eau des muses charmeuses. À y tremper la lèvre, on est certain d'être ivre. Essaie d'en boire à satiété qui te délivre. Pope, même essai. Ça donne quoi dans votre cas? Je vais vous le dire. Ça vous a transformé momentanément en ivrogne. Lisez quelques lignes et c'est la chute dans le vide. Boum, vous êtes prêt à faire sauter le monde, à trancher des têtes, à déquiller femmes et enfants, à détruire l'autorité. Je sais, je suis passé par là. Je m'étais allongé pour faire un somme, et dans ce rêve, vous et moi, Montag, nous avions une violente discussion sur les livres. Vous étiez fou de rage, me bombardiez de citations. Je parais calmement tous les coups. La force, disais-je. Et vous, citant Johnson, science fait plus que violence. Et je répondais, eh bien mon cher, Johnson a dit aussi, aucun homme sensé ne lâchera une certitude pour une incertitude. Restez pompier, Montag. Tout le reste n'est que désolation et chaos. Betty était vraisemblablement un lecteur très assidu, à tel point qu'il a retenu des phrases complètes de livres ainsi que leurs auteurs. Une prouesse que même Montag est incapable de réaliser. J'adore les nuances que Ray Bradbury met dans ce personnage. Contrairement à Montag qui n'est absolument pas discret dans sa lecture des livres, Betty, lui, est extrêmement malin. Il soupçonne Montag avant même qu'il tente de dérober son premier bouquin, et il sait qu'il n'admettra jamais son intérêt pour la lecture. Betty sème donc la confusion en retournant ses idées contre lui, sans même qu'il prononce le moindre mot. C'est un antagoniste redoutable parce qu'il maîtrise la littérature mieux que le héros, et pourtant il utilise un argumentaire pour déconstruire leur utilité. Et pour ça, il avance que leur contenu ne crée que du désaccord, et par extension du malheur. L'alarme sonne. C'est une maison qui contient de nouveaux livres à brûler. Montag, Betty et ses hommes montent dans le camion et partent procéder à la purification de ce domicile. Il s'agit de la maison de Montag. Mildred sort sans adresser un mot à Montag. C'est elle qui a sonné l'alarme. En même temps, il était tellement pas discret que même Ellie l'a vu lire. Il trouve quelques livres au milieu de sa maison, probablement trouvés par Mildred. Faber lui demande s'il peut s'échapper, mais il est piégé avec ses collègues, ses issues sont gardées, le drone limier est juste dehors, et Betty se tient derrière lui avec un lance-flamme. Qu'est-ce que le feu a de si beau? Qu'est-ce qui nous attire en lui, quel que soit notre âge? Betty souffla sur la flamme et la ralluma. C'est le mouvement perpétuel, ce que l'homme a toujours voulu inventer sans y parvenir, ou quelque chose d'approchant. Si on le laisse brûler, c'est pour la vie. Qu'est-ce que le feu? Un mystère. Les savants nous servent un charabia où il est question de friction et de molécules, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'il en est. Sa vraie beauté réside dans le fait qu'il détruit la responsabilité et les conséquences. Un problème devient trop encombrant? Hop, dans la chaudière. Tu es devenu encombrant, Montag. Et le feu va soulager mes épaules de ton poids vite fait, bien fait.
Pas de pourrissement à craindre. C'est ça le feu. Antiseptique, esthétique, pratique. Le capitaine remet le lance-flamme entre les mains de Montag. Il reçoit maintenant l'ordre de mettre feu à son domicile. Montag libéra le cran de sûreté du lance-flamme. Feu! Une énorme goutte de lave en fusion déferla sur les livres, les projetant contre le mur. Il pénétra dans la chambre, cracha 2 gicles de feu, et les lits jumeaux s'embrasèrent dans un monstrueux grésillement, avec plus de chaleur, de passion et d'éclat qu'il ne leur aurait supposé. Il brûla les murs et la coiffeuse parce qu'il voulait tout changer. Les sièges, la table, dans la salle à manger, l'argenterie et la vaisselle en plastique, tout ce qui montrait qu'il avait vécu dans cette maison vide en compagnie d'une étrangère qu'il oublierait demain, qui était partie et qu'il avait déjà pratiquement oublié. Ces coquillages radio déversant leur éternel bouilli dans ses oreilles, tandis qu'il roulait dans la ville, isolé du monde. Et comme avant, c'était bon de répandre l'incendie. Il avait l'impression de s'épancher dans le feu, d'empoigner, de déchirer, de faire éclater sous la flamme et d'évacuer l'absurde problème. S'il n'y avait pas de solution, eh bien, il n'y avait plus de problème non plus. Le feu était la panacée. Une fois la maison dévorée par les flammes, Betty lui annonce qu'il est en état d'arrestation. Montag est prêt à accepter son sort, mais fait malencontreusement tomber son oreillette sous les yeux de Betty qui lui annonce qu'ils vont partir à la recherche de celui qui l'a aidé. Encore armé du lance-flamme, Montag le retourne vers Betty. Le capitaine reste immobile et le défie. Après une hésitation, Montag lui envoie une déflagration et met feu à son officier. On va prendre le temps de parler de la fin de Betty, parce que c'est clairement le personnage le plus complexe et fascinant de ce roman, et sa mort est probablement loin d'être accidentelle. Beaucoup de lecteurs se demandent si Betty aurait provoqué Montag pour se faire incinérer, une chose qu'il n'aurait pas pu faire lui-même. Ça explique pourquoi il l'aurait laissé en cavale aussi longtemps, pourquoi il lui donne un lance-flamme au lieu de lui-même brûler les livres, et pourquoi il n'a pas tenté de s'échapper lorsqu'il a compris que Montag allait le brûler vif. Son expérience des livres, le fait qu'il ait été un lecteur assidu, joue un rôle important dans ses motivations. Il vivait probablement dans une grande tristesse, frustré de devoir brûler des livres qu'il aimait tant. Son seul moyen de survivre dans ce système était de devenir l'instrument de destruction de ce qu'il animait, une vie qu'il ne pouvait supporter. Pour compléter cette théorie, Ray Bradbury avait écrit une nouvelle préface en 2003 où il parlait d'une idée de backstory qu'il avait eue en préparant la pièce de théâtre de Fahrenheit 451. Il expose sa vision où Betty aurait été un flâneur des bibliothèques et un amoureux de la plus belle littérature de l'histoire. Mais après avoir perdu des amis et un échec amoureux, il a découvert que sa foi dans les livres avait failli, parce qu'il ne pouvait pas l'aider quand il avait besoin d'aide. Se retournant contre eux, il décide de devenir pompier et de les brûler. Bien sûr, l'auteur n'est pas revenu sur ce qu'il a écrit, et cette backstory n'est pas officielle pour respecter l'interprétation de ses lecteurs. Mais elle alimente cette théorie. Pour moi, il n'y a pas de débat, Betty voulait se suicider. Il voulait mourir par la main de Montag. Mais je ne pense pas forcément que ce soit par chagrin ou désespoir. Betty est un manipulateur qui a un contrôle exceptionnel sur Montag dans cette histoire. À mes yeux, c'est trop élaboré pour être de la détresse. Il met énormément d'efforts pour orchestrer son propre assassinat. Je pense que si Betty voulait se faire assassiner par Montag, c'était parce qu'il voulait, d'une part, trouver la paix, mais également pour lui prouver que c'était la corruption des livres qui l'avait poussé à commettre un meurtre. Dans sa fuite, Montag se fait blesser à la jambe par le drone limier et saisit quelques livres qu'il avait planqués dans un buisson. Avec grande difficulté, il cache ses livres chez ses anciens collègues et déclenche l'alerte pour les attirer dans cette maison. Comme ça, il augmente les chances de décrédibiliser les pompiers comme prévu. Il en profite pour prévenir Faber que les pompiers vont se mettre à sa recherche et qu'il doit brûler tous ses biens pour échapper au limier. Faber prépare sa disparition et Montag continue sa cavale vers une rivière, parce que d'après Faber, il pourrait bien rencontrer des alliés là-bas. Il se laisse porter par le courant et tombe par chance sur une communauté d'intellectuels qui vivent en marge de la ville. Le chef de ce groupe de lettrés s'appelle Granger et était au courant de la cavale de Montag grâce aux informations d'un téléviseur portable. Ils assistent à l'arrestation et l'exécution d'un innocent, et la chaîne d'information prétend qu'il s'agit de Montag pour ne pas admettre qu'ils ont perdu sa trace. A crime against society has been avenged. Chaque membre de cette communauté semble capable de mémoriser intégralement un livre. Leur objectif est de mémoriser une œuvre jusqu'à ce qu'ils puissent un jour l'imprimer et la transmettre à leurs descendants. Au sein de ce groupe, Montag est beaucoup plus serein. Mais il est un peu confus quand il repense à la vie qu'il menait dans la ville. Il se rend compte que sa femme est toujours là-bas, mais que finalement son destin lui importe peu. Il est désormais réuni avec des gens qui lui ressemblent, en pleine nature, face à un feu de camp. La symbolique du feu évolue en fonction du parcours de Montag.
Au tout début, le feu est purificateur, c'est son métier, il l'utilise pour assainir une ville des pensées malsaines que contiennent ses livres, mais quand il en comprend la valeur, le feu devient destructeur. C'est ce qui emporte la pauvre femme qui se sacrifie avec les livres, c'est ce qui détruit sa maison, c'est ce qui tue son officier. Et à la fin de l'histoire, le feu devient fédérateur. Ce n'est plus quelque chose qu'il contrôle ou qui nuit à ses semblables, c'est simplement une force naturelle qui le rapproche des autres marginaux. Dans ces dernières pages du roman, la ville est bombardée comme Faber l'avait prédit. La fuite du professeur d'anglais est décrite et on en déduit qu'il a réussi à s'échapper, ce qui n'est probablement pas le cas de Mildred qui a dû sentir de très près le souffle des explosions atomiques. Étant en dehors de la ville, les marginaux échappent à la violence des bombardements et prennent la route en direction du nord. Sur le chemin, Granger donne un discours sur un oiseau mythique qui convient parfaitement à la conclusion de ce bouquin. Il y avait autrefois, bien avant le Christ, une espèce d'oiseau stupide appelé le phénix. Tous les 100 ans, il se dressait sur un bûcher et sifflait. Ce devait être le premier cousin de l'homme. Mais chaque fois qu'il se brûlait, il ressurgissait de ses cendres, renaissait à la vie. Et on dirait que nous sommes en train d'en faire autant. Sans arrêt, mais avec un méchant avantage sur le phénix. Nous avons conscience de l'énorme bêtise que nous venons de faire, conscience de toutes les bêtises que nous avons faites durant des milliers d'années, et tant que nous aurons conscience de ce qu'il y a autour de nous et de quoi nous les rappeler, nous cesserons un jour de dresser ces maudits bûchers funéraires pour nous jeter dedans. À chaque génération, nous trouvons un peu plus de monde qui se souvient. Le roman de Fahrenheit 451 était à la base une nouvelle d'environ 70 pages qui s'appelait Fireman, le pompier en français. C'est l'éditeur de Bradbury qui l'a convaincu de développer cette histoire pour en faire un roman, et c'est comme ça qu'on a obtenu ce monument de littérature de SF. Pourtant, Bradbury, c'est un écrivain qu'il est assez difficile de placer dans le genre de la science-fiction. Il existe bien un prix de science-fiction qui porte son nom, le prix Bradbury, et pourtant lui-même considère qu'il écrit assez peu d'histoires dans ce registre. Il a également écrit les Chroniques martiennes, qu'il considère plus comme de la fantasy, et il ne s'intéresse pas spécialement à la réalité scientifique pour donner de la crédibilité à ses œuvres. D'ailleurs, le fameux 451 degrés Fahrenheit, c'était juste une mesure au pif que lui avait donné un pompier pour déterminer la température à laquelle le papier commence à brûler. Mais le truc, c'est que c'est pas vrai dans toutes les circonstances. C'est juste que Bradbury trouvait cette mesure précise stylée, donc il l'a mise en titre pour son roman. Tout ça pour dire que malgré son intérêt pour la science-fiction et ses connexions avec Robert Heinlein, Bradbury n'estime pas faire partie de ce courant. C'est d'ailleurs un point commun qu'il partage avec François Truffaut, le réalisateur qui va s'occuper d'adapter ce livre en film. Si vous connaissez la filmographie de Truffaut, vous savez que la SF, c'est pas vraiment sa came. C'est plutôt un réalisateur de films d'auteur, mais il était tellement fasciné par l'histoire qu'il s'est dédié corps et âme pour l'adapter en film. C'est le premier film en couleur du réalisateur et il a fait appel à Bernard Herrmann à la composition. Le grand monsieur est à l'origine des plus célèbres films de Hitchcock pour le plaisir de nos oreilles. Truffaut a même respecté le parti pris de ne pas afficher de texte à l'image en faisant un générique tout en audio. An Enterprise Vineyard production. Oscar Werner, Julie Christie, in Fahrenheit 451. Cette fois-ci, on explore en même temps l'œuvre de Bradbury et de Truffaut, parce que le film retranscrit très bien l'histoire du roman. Ça traite de l'appauvrissement culturel, la culture de la consommation de masse, du matérialisme et des conséquences sur le bonheur, parce que c'est clairement ça l'objectif de leur gouvernement. Rendre les citoyens heureux en les privant de leur liberté de réflexion. Pourtant, on voit bien qu'il n'y a pas de réelle opposition entre le bonheur et le savoir. La rétention de connaissances ne rend pas nécessairement les gens heureux comme le prouve la tentative de Mildred, et le savoir ne rend pas forcément malheureux comme le prouve le groupe des lecteurs de Granger. Ce ne sont pas les connaissances qui rendent les gens malheureux, c'est le fait qu'ils ne soient pas libres, qu'ils soient cloisonnés dans leur accès à l'information, qu'ils soient surveillés en permanence et qu'ils n'aient pas de véritable choix. En fait, ce monde est en pleine guerre culturelle, et je ne parle pas de l'autre guerre qui a lieu, dont on voit les avions de chasse passer dans le ciel, mais bien de la guerre interne qui a lieu, où la société n'a plus accès à l'histoire du pays, aux recherches scientifiques, aux œuvres littéraires et autres. C'est un nouvel âge obscurantiste, où la culture est l'ennemi de la stabilité. Toute connaissance antérieure doit disparaître, et on est dans la doctrine de l'effacement total. Donc, quoi de mieux pour illustrer cette guerre culturelle que la destruction des livres? L'histoire de Fahrenheit, elle est, dans sa forme, extrêmement inspirée des autodafés nazis qui ont eu lieu en 1933. À l'époque, Hitler est chancelier et il fait détruire strictement tous les ouvrages qu'il juge non allemands. Donc, il fait cramer la littérature écrite par les juifs, les ouvrages marxistes, les romans écrits en langue étrangère, de la littérature philosophique pacifiste, même les œuvres écrites par des auteurs homosexuels. Parmi ses nombreux livres, il y a les poèmes de Heinrich Heine, un écrivain allemand et juif qui avait repris les mots d'Erasme et dit « Là où l'on brûle les livres, on finit par brûler des hommes ». Une fois que les livres ont commencé à brûler, sont venues les exterminations.
Un autre événement important qui est également lié à la Seconde Guerre mondiale et qui a servi d'inspiration pour le roman, ce sont les exécutions et les autodafés qui ont lieu pendant la Grande Purge organisée par Staline entre 1936 et 1937. Staline visait à renforcer l'influence de l'Union soviétique en éliminant tous les non-russes. Bien sûr, les livres considérés comme contre-révolutionnaires étaient brûlés. Les autodafés, c'est un truc très récurrent dans l'histoire. Bien avant l'ère industrielle, les destructions de manuscrits étaient déjà pratiquées et très souvent associées à des exécutions. Les plus connus sont ceux des catholiques pendant l'Inquisition, tous les moyens étaient bons pour préserver l'influence de l'Église, et de nombreux hérétiques ont été mis au bûcher. Ces exécutions publiques rappelaient à tous les spectateurs le destin de ceux qui refusent de se convertir au catholicisme. Les juifs, les musulmans et les athées sont particulièrement ciblés. Comme la purge de ces hérétiques n'est qu'une solution immédiate, le meilleur moyen de se débarrasser de leur mémoire, c'est de détruire leurs livres. Des grands brasiers étaient organisés dans des cérémonies publiques où on pouvait assister à la destruction des idées profanes par le feu. C'est d'ailleurs exactement ce qu'il se passe dans la scène d'ouverture du film de François Truffaut. La crémation des livres est mise en scène comme s'il s'agissait d'une cérémonie religieuse, et il doit être vu par le peuple pour que le message soit transmis. C'est au XVIIe siècle que le terme autodafé se répand en Europe, un mot portugais traduit du latin acteus fidei ou acte de foi. Toutes les histoires d'autodafé sont des actes de pur mépris pour les autres croyances, organisés par des radicalistes religieux ou des dictateurs. Même avant qu'on pose un mot pour définir la destruction de livres, on peut creuser encore plus profondément pour trouver d'autres exemples de bibliocaustes. Sachez qu'on fait un détour par de nombreux exemples d'autodafé dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui, mais le problème c'est que c'est plein de gros mots pour YouTube. Donc si vous souhaitez avoir accès à ce segment, il est dispo dans la version sans pub et non censurée de la vidéo sur notre Patreon. Et c'est aussi une excellente manière de nous soutenir, bien sûr. Par exemple, par chez nous, même Mein Kampf n'a pas été censuré. Les traducteurs et historiens qui ont travaillé sur le livre ont même rajouté des annotations pour donner du contexte dans le bouquin, ce qui est certainement la meilleure démarche pour les curieux qui ont envie d'étudier le livre. Désormais, on a suffisamment de recul et d'informations pour analyser les actions de son auteur. Et puis de toute façon, même dans les endroits où il serait interdit, les gens arriveraient quand même à se le procurer, mais à des fins extrêmement douteuses. Alors qu'aujourd'hui, il peut servir de sujet d'étude pour les historiens et les curieux. C'est vrai, mais en même temps, dans une démocratie, tu risques quand même de donner un accès à des ouvrages dangereux à des gens crédules. Mais t'as rien écouté de ce que j'ai dit en fait. Ah désolé, c'est juste qu'on vient de passer les 1500 abonnés sur TikTok. Ça a attiré mon attention. Comme dans notre histoire, Fahrenheit 451, c'est le récit d'une nation qui évolue dans une telle insécurité de la pensée alternative qu'elle prohibe tous les médias qui vont à l'encontre de sa vision totalitaire. Certains interprètent ça comme une allégorie du nazisme, du communisme, de la radicalisation religieuse, mais la vérité c'est que n'importe quel mouvement extrémiste détruit ou censure les œuvres ou les études qui ne vont pas dans son sens. C'est dans une profonde volonté d'unification par la force qu'on en vient à restreindre l'accès aux médias. Et si dans sa forme, Fahrenheit 451 référence les autodafés qui ont eu lieu en 1933 en Allemagne, son message était également un avertissement sur les pratiques de censure qui avaient lieu en Amérique pendant le McCarthyisme, la chasse aux sorcières qui a pris place aux États-Unis. Encore ? Sauf que cette fois-ci, la sorcière elle a une chapka et elle jette des sorts avec une faucille et un marteau. C'est la chasse aux communistes. Ils sont partout, dans nos campagnes, cachés parmi le peuple à Hollywood, au sein du gouvernement, dans les murs. Harry Truman signe l'ordre 66 qui fait gicler tous les employés, les politiciens et les artistes qui touillent leur café dans le mauvais sens. Pendant ce temps-là, l'URSS continue de s'étendre en Europe, et l'idéologie communiste se répand en Asie. Truman transpire, mais heureusement, McCarthy trouve une solution. Il a la liste de tous les membres du parti communiste, et ça va chier. La mort est préférable au communisme. Le truc, c'est que le premier amendement américain ne permet pas à l'État de censurer les idées des rouges. Par contre, les entreprises, elles ont le droit. Elles peuvent également renvoyer leurs employés identifiés comme des communistes pour évidemment protéger la nation face à l'expansion de l'URSS. Les politiciens de gauche, les activistes, les grévistes, les scénaristes, les petits salopards qui portent des cravates rouges, tous les gens suspectés d'être déloyaux envers leur gouvernement doivent être dénoncés aux fédéraux et renvoyés. Et vous avez intérêt à les renvoyer. Vous ne voudriez pas protéger des ennemis de la nation ? N'est-ce pas ? Et bien sûr, il faut éliminer tout ce qui se rapproche de près ou de loin à la mentalité bolchevique. Désolé, Ben. Parmi les livres qui sont retirés des bibliothèques et brûlés, on retrouve Mark Twain, Thomas Paine, Sinclair Lewis, Jack London, Robin des Bois. Voler aux riches pour donner aux pauvres, ce n'est pas très républicain, vous voyez ? Les gens se font virer, les livres sont cachés ou brûlés, tout le monde s'accuse, c'est l'enfer. Et les fédéraux, eux, sont extrêmement zélés sur la traque des sympathisants de l'URSS. Ça donne lieu à des histoires comme celle de Julius et Ethel Rosenberg, un couple de juifs, dont tous les deux étaient accusés d'être des espions communistes et qui ont été accusés d'avoir livré des plans de la bombe atomique aux Russes. Et vous savez quoi ? Julius était effectivement dans le parti communiste américain. Et une source soviétique avait confirmé qu'il avait effectivement transmis des informations à l'URSS. En 1944, lorsqu'ils étaient alliés pour combattre l'Axe. Mais devinez qui était surveillé par le FBI parce qu'il était également soupçonné d'espionnage.
Ray Bradbury. Comme l'auteur n'avait pas la langue dans sa poche et qu'il se considérait comme un indépendant politique, il a attiré les suspicions des fédéraux sur lui alors qu'il n'avait, mais alors, rien d'un communiste. Fahrenheit 451 en est même une critique. Bon, au final, cette période a pas duré bien longtemps parce que plein de personnes se faisaient virer sans aucune justification et les accusés commençaient à attaquer leur patron en justice. Puis à la fin de l'année 1953, Ray Bradbury publie son livre Fahrenheit 451 qui parle d'une chasse aux traîtres dans un pays qui détruit sa propre culture pendant une guerre indirecte face à un autre pays. Moi je comprends pourquoi Ray Bradbury se considère pas comme un auteur de science-fiction, hein. Le truc, c'est qu'après la sortie du livre et son adaptation en film, on trouve des nouveaux cas dans la guerre culturelle qui n'impliquent pas que la destruction de bouquins. Par exemple, pendant la révolution culturelle de Chine, de nombreux films et œuvres artistiques considérées comme bourgeoises ou contre-révolutionnaires ont été détruites au profit de l'idéologie maoïste. En 1979, pendant la révolution iranienne, des films occidentaux sont détruits. Idem en Corée du Nord. Pendant la dictature en Argentine, dans les années 80, les films et autres médias qui critiquent le régime ont été brûlés, la guerre idéologique et la culture de l'effacement se poursuit et s'adaptent également à l'arrivée d'Internet. De nombreux pays tentent de contrôler l'accès à Internet pour empêcher leurs citoyens d'avoir accès aux informations du reste du monde. L'exemple le plus connu est évidemment la Chine qui bloque la quasi-totalité des sites Internet sur son territoire. Si on ajoute à ça réseaux sociaux contrôlés par le gouvernement, la surveillance ultra sophistiquée et les techniques d'intimidation pour dissuader les manifestants de se réunir, la Chine actuelle n'est pas loin du roman de Bradbury. Malheureusement, c'est un peu plus difficile pour nous en Occident de vraiment se rendre compte de ça, surtout que l'information venant de Chine est quand même bien filtrée. En revanche, un exemple très parlant qu'on voit actuellement, il est de l'autre côté de l'Atlantique. Et oui, on ne pouvait pas ne pas parler de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. À une époque où l'on coupe les subventions aux organismes de recherche, aux écoles et surtout qu'on censure une partie de la culture, on rentre clairement dans ce que décrit Bradbury aussi. On évoque déjà ça dans la vidéo non censurée, mais aujourd'hui, de nombreux ouvrages parlant de LGBT+, d'ethnie et de diversité sont censurés. Le site de la peine, America, recense tous les cas de censure depuis 2021. On compte déjà 16 000 cas de censure. Un chiffre qu'on n'a pas vu depuis, depuis le McCarthyisme. D'ailleurs, comme certains sites sont censurés par le gouvernement, il est possible de faire face à l'erreur 451 lorsqu'on tombe sur une page web fermée. L'erreur 451 est reconnue par l'IETF et sert à informer subtilement qu'un site a été fermé injustement par son gouvernement. Donc même au-delà des destructions de bouquins, le combat contre la culture se poursuit au fil des avancées technologiques, et Fahrenheit 451 n'a presque pas perdu en pertinence. Même avec les problématiques actuelles, cette œuvre mérite un nouveau regard plus contemporain. Il y a bien sûr eu des bandes dessinées de Fahrenheit 451 et un projet de film qui devait être réalisé par Frank Darabont. Un autre projet devait être réalisé par Mel Gibson, avec Tom Cruise ou Brad Pitt en premier rôle, mais ce n'est pas le film qu'on a eu. Déjà, quand j'ai appris qu'il y avait un remake, je l'ai pas cru. Puis j'ai vu qu'il y avait Michael B. Jordan, Michael Shannon, Sofia Boutella, donc j'étais hypé et je voulais voir ce que c'était, vu que j'ai appris que c'était un téléfilm. Mais il a été projeté au Festival de Cannes en 2018, réalisé par Ramin Barani, diffusé sur HBO, puis sorti en DVD et en Blu-ray, mais pas de sortie en salle. Donc je me suis demandé ce que donnerait ce film. Et là, surprise, ça démarre très bien. D'entrée, le film semble comprendre que pour que la thématique de la censure soit juste, il fallait l'adapter aux problématiques contemporaines. Tout d'abord, Montag, qui est joué par Michael B. Jordan, est toujours un pompier, mais également un influenceur. Parce que dans cet univers, les pompiers ne se contentent pas de mettre le feu aux livres. Ils se donnent carrément en spectacle pour donner un divertissement que les gens consomment sur les réseaux. Montag a sa propre fanbase et une audience qui suit sa carrière. C'est le système parfait, car en plus de réguler la circulation des œuvres, les pompiers contrôlent aussi les médias et font directement leur propagande à travers les programmes de divertissement. Ils ont transformer la destruction de livres en nouvelle culture. Et ça marche! C'est dans une référence au film 1984 qu'on voit des enfants huer des faux bouquins présentés par Montag. Il se met en scène en faisant une démonstration de destruction de livres, et on va pas se mentir, c'est ultra stylé! Ah ouais, t'as grandi avec de la bonne propagande, toi! En même temps, ose me dire que Michael B. Jordan avec un blaster lance-flamme, c'est pas la classe. Ah non, tu laisses Michael en dehors de ça. De plus, le discours de Capitaine Betty, interprété par Michael Shannon, montre une forme d'hypocrisie dans leur mission. Ils prétendent ne conserver que les livres les plus importants, la Bible, Moby Dick et la Promenade au phare, qui sont les seuls livres auxquels les gens ont accès, et ils sont bourrés de censure. Pire encore, la plupart des mots restants ont été remplacés par des emojis. Ils ont littéralement vulgarisé et remplacé ces textes pour n'en conserver que 3, et prétendent que strictement tous les autres rendent fous ou malades. Alors que c'est n'importe quoi, j'ai lu des tonnes de livres, et c'est pas pour autant que je suis devenu malade ou fou.
Cette fois-ci, les dissidents sont réunis dans des groupes de résistants qui s'appellent les Anguilles. Ils agissent dans le Dark Nine, un réseau internet dans lequel ils téléchargent des copies des livres. Les méthodes sont donc adaptées aux techniques modernes et les pompiers ne détruisent plus que des livres mais toute forme de média qui peut permettre au monde d'acquérir des informations que le gouvernement ne contrôle pas. Les médiums musicaux sont également prohibés et la crémation de livres s'accompagne de la destruction des serveurs du Dark Nine. Les punitions quant à elles sont beaucoup plus subtiles qu'une simple arrestation ou exécution. Les Anguilles sont jugés en public face au réseau et se font effacer leurs empreintes. De cette manière, ils perdent complètement l'accès au réseau et surtout, ils sont effacés de l'histoire. Ce remake va également beaucoup plus loin dans l'effacement de la mémoire, qui est également régulé. Les citoyens doivent prendre régulièrement des gouttes pour oublier leur passé, ce qui explique pourquoi Montag a des souvenirs très flous de son père. Montag aurait été fils de pompier qui serait mort pendant la Deuxième Guerre civile, une tragédie qui aurait causé environ 8 millions de victimes. La guerre qui avait lieu dans le roman appartient cette fois au passé et sert d'événement traumatique pour justifier la régulation des livres. La relation entre Montag et Beatty est également différente. Beatty était un ancien collègue de son père et aurait accueilli Montag dans son escouade. Ces deux personnages ont une relation père-fils très crédible et Beatty se comporte davantage comme un mentor pour Montag. Les deux ne se contentent d'ailleurs pas que de détruire des informations sur leur temps de travail. Même en dehors du cadre du boulot, les deux pompiers font des descentes sauvages pour arrêter des anguilles et négocier des informations auprès des marginaux. Dans ce film, Clarisse est une de leurs indiques. Elle est interprétée par Sofia Boutella, qui balance certaines infos sur le Dark Nine en échange de quelques années de restrictions qui seront levées. Beatty veut faire de Montag un futur capitaine, il le soutient et lui explique que son futur poste l'obligera à lire des livres pour comprendre leurs dangers. D'ailleurs, si le capitaine Beatty du livre était intéressant, celui du remake a une aura vraiment captivante. En tant qu'officier, Beatty a le droit d'avoir un stylo qu'il range précieusement dans un coffre-fort. Il se permet parfois d'écrire ses pensées sur des feuilles de cigarettes pour les brûler facilement après avoir procédé à une introspection. C'est absolument génial parce que ça montre que même la personne la plus zélée sur l'interdiction de la lecture a lui-même besoin d'écrire et lire des choses, ne serait-ce que pour se rappeler de ses motivations. Le capitaine Beatty est vraiment fascinant. D'un côté, il a cette sensibilité et cette compréhension des livres, et de l'autre, il est la personnification ultime de la destruction. On s'en rend compte dans cette scène fascinante où il explique à Montag qu'il a brûlé tellement de livres que les terminaisons nerveuses de ses mains ne ressentent plus la chaleur des flammes et qu'il y est insensible. Il lui dit ça droit dans les yeux en tenant sa main à 1 cm au-dessus de la flamme de son briquet. En même temps, à partir du moment où tu castes Michael Shannon dans un rôle, Beatty comprend parfaitement la tentation des bouquins. Le truc c'est que, comme il l'explique, le rôle de capitaine implique de devoir lire certains livres pour comprendre les horreurs qu'ils contiennent. Beatty est donc constamment exposé à ses écrits. Certains restent dans ses mémoires, et il est contraint de vivre avec ses connaissances en sachant qu'il préserve le monde de ce savoir malsain. Beatty est constamment en train de se battre contre ses propres réflexions. Il rampe douloureusement sur le fil du rasoir sans jamais céder à la tentation. C'est un sale type du mauvais côté de l'histoire, mais il a le mérite d'avoir une volonté de faire. Dans le roman, c'est directement Beatty qui espionnait Montag, mais avec l'attitude de Shannon dans le rôle de Beatty, l'imaginer espionner Montag à sa fenêtre, ça transformerait juste Fahrenheit 451 en thriller horrifique. Du coup, le récit se modernise et les techniques d'espionnage sont simplement les intelligences artificielles des maisons connectées. Pas vraiment de la SF du coup, mais jusque là ça vous donne une idée de l'univers proposé par le remake. Mais jusque-là, je comprends pas pourquoi le film n'est pas connu. Parce que pour un film de série B, le concept est plutôt cool. Alors certes, ça ne respecte pas du tout la trame du roman, mais en même temps, le film de Truffaut fait déjà ce travail. Le remake devait résonner avec la période dans laquelle il sortait. Et les idées qu'il propose avec la propagande sur les réseaux sociaux, la destruction des serveurs et la menace d'être privé des accès à internet sont pertinentes. D'une certaine manière, il me fait penser à Equilibrium avec ses nombreuses références aux autres films de SF. Son style série B et sa représentation d'un état absolutiste purifié de toute forme d'art et où les habitants sont drogués pour être contrôlés. Sauf que dans Equilibrium, il y a des combats qui sont super fun avec un rythme satisfaisant, ce qui fait qu'on navigue fluidement entre rebondissements, révélations et dynamisme narratif. Alors qu'ici, toute la deuxième partie du remake n'est qu'une copie bâclée de Fahrenheit 451. Toute la première moitié du film a du charme, mais la deuxième, c'est juste la formule standard de film états-unien. Genre vraiment, la deuxième partie du remake, c'est juste pompé sur le film de Truffaut, mais avec des idées débiles. C'est n'importe quoi. Déjà pendant l'incinération de la bibliothèque, il y a trop de trucs qui vont pas. Vous savez, le moment où Montag s'empare d'un premier livre. Déjà la femme se laisse brûler avec une ceinture de livres scotchée sur l'abdomen. Au cas où l'allégorie du terrorisme n'était pas assez claire. En plus, les effets spéciaux sont tellement bien faits que ses cheveux ne brûlent même pas. Mais alors, ce qui va rendre fou tout le monde, c'est qu'avant de siffler, elle prononce le mot omnis. Omnis. Et ça, les pompiers, ça va leur faire péter un câble.
Parce qu'ils savent pas ce que ça veut dire en fait. Oh c'est bête, on a cramé tous les livres. Du coup, première étape, censurer le mot omnis et le remplacer par un vidéomontage très crédible. Deuxième étape, utiliser la science du scénarium pour expliquer comment la société non éduquée et sans archives a réussi à retrouver la référence du mot omnis. Et là, on rentre dans l'explication la plus débile que j'ai jamais entendue dans un truc de SF. Selon le gouvernement, l'omnis est un brin d'ADN qui détient strictement tout le savoir des livres et serait extrêmement contagieux. Comment peut-on stocker tout le savoir d'internet dans un brin d'ADN? Ta gueule, c'est de la SF. En même temps, quand tu sais que dans le lore du film, les pompiers sont persuadés que le tout premier pompier c'était Benjamin Franklin qui cramait déjà des livres avec son lance-flamme, tu te dis qu'en termes d'intelligence, les mecs c'est pas les chips les plus croustillantes du paquet, hein. Et enfin, l'étape 3, mais alors là, c'est un plan de génie qui se met en place, faire une descente massive de pompiers dans les rues, tout brûler et tabasser les gens au hasard en leur demandant c'est quoi l'omnis? C'est quoi l'omnis? Hein, c'est quoi? Dis-moi où est l'omnis? Je veux dire, on parle quand même d'un brin d'ADN, tu crois vraiment que les sans-abri ils vont planquer ça dans une tente? Tu vas me dire où est le chromosome du savoir en... Cramez-moi tous ces pouilleux en Sarwell! Et pendant ce temps, Montag lit son premier livre avec une romance absolument nulle et pas du tout organique avec Clarisse. Bon au moins... elle est pas mineure cette fois, et comme il arrête de prendre son sérum phi qui lui fait oublier sa vie, il commence à recouvrer la mémoire et à se souvenir que son père lisait. Il en déduit que c'est pour ça qu'il est mort, et que c'est très probablement son mentor qui l'a fait tuer. Vraiment, la timeline où Equilibrium est plus intelligent que Fahrenheit 451, je l'avais pas vu venir. Il finit par rejoindre une communauté de lecteurs où chaque personne mémorise un bouquin. Sauf qu'ils sont pas aussi pacifistes que dans le bouquin. Là, Montag est testé pour savoir s'il est prêt à tuer un autre pompier pour protéger les livres. Il y a notamment dans leur groupe un garçon qui a effectivement accès à tout le savoir des livres grâce à l'omnis. Ce n'est donc pas juste une fausse piste, l'omnis c'est vraiment un truc magique qu'ils ont stocké dans un pigeon. Au départ ils voulaient le stocker dans un joueur de Nintendo Switch 2 mais il volait moins bien. L'objectif du groupe est de ramener l'oiseau qui porte l'omnis au Canada pour transférer tout le savoir et le répandre dans le monde. À son retour à la caserne, Montag subit à peu près la même torture psychologique que dans le livre et est ensuite emmené pour brûler sa propre maison. Sauf que cette fois, il ne brûle pas Betty, il brûle juste un de ses collègues qui n'avait strictement rien à voir dans cette histoire. Après ce meurtre tout à fait mérité, Montag prend la fuite et retrouve son groupe, seulement les lecteurs ont été attaqués par les pompiers. Le jeune garçon érudit est mort d'asphyxie, mais pas le pigeon parce qu'il avait visiblement un filtre en monoxyde de carbone dans le bec. Montag lui accroche un transpondeur sur la patte, le libère face à Betty, et parce que le film est tout à fait original et n'a pas du tout le syndrome du Messie, Montag se laisse brûler par son capitaine. Parce que vous voyez, le film était tellement un chef-d'œuvre que si Montag avait survécu, l'audience de 15 personnes qui a regardé le film aurait demandé une suite. Après le sacrifice très utile de Montag, le joueur de Nintendo Switch 2 vole en direction du Canada. Il se mélange gracieusement avec les autres oiseaux pour répandre l'omnis et aller chier sur la voiture de Joyka. Ils sont passés de moi, ils ont tous dévissé leur fion sur ma voiture. Le téléfilm est complètement passé inaperçu à sa sortie. Il est rentré dans ses frais, mais soyons clairs, très peu de gens l'ont vu. Ou alors, vous faites partie des très rares à l'avoir vu, et là, c'est le moment de briller dans les commentaires. Le casting est très bon, et les critiques s'accordent à dire que le message du livre est plutôt bien retranscrit à la société actuelle, mais il est extrêmement générique et prévisible. Surtout sur la deuxième moitié du film, on sent que les scènes sont accélérées. On ne prend absolument pas le temps de développer la romance entre Montag et Clarisse, ni la communauté de lecteurs. Le film a été produit par HBO pour 10 millions de $, ce qui représente 10 fois moins qu'un blockbuster. Bon, vous avez dû vous en douter, le remake de Fahrenheit 451 est très critiqué pour le manque d'émotion qu'il laisse transmettre et l'absence de construction du personnage de Guy Montag. C'est notre théorie, mais je pense que le film était bien plus fourni que ça dans sa conception et que Ramin Barani a dû raccourcir et accélérer son histoire pour qu'il tienne dans une programmation télé. Et j'avance ça parce que si vous l'avez senti, il manque quelque chose d'extrêmement important à ce film. Un scénario ? Je pensais plutôt à un personnage très important dans le roman. Mildred, parce que dans le film, Montag semble être célibataire et vit seul dans une grande maison avec son robot espion. Mais dans le roman, Mildred permettait de donner un point de vue des citoyens pour renforcer l'aliénation de Montag et crédibiliser le point de vue de la population. Sans Mildred, on n'a plus aucun élément de comparaison pour comprendre le raisonnement d'une personne moyenne dans cet univers. Et on pourrait croire que je fais juste le grincheux parce que le film ne correspond pas trop au roman et que le personnage de Faber est également absent de toute manière. Mais Mildred devait être dans ce film. Dès qu'on a commencé les recherches sur le film, le premier truc qui est apparu, c'est le casting. Et on peut voir que Laura Harrier est mentionnée dans le rôle de Mildred alors qu'elle n'apparaît pas dans le film, et qu'elle n'est pas créditée au générique. Pourtant, il y a bien des scènes qui ont été tournées avec cette comédienne. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui est arrivé à ce film qui parle de censure
Ils ont censuré le film. Non, je déconne. Le film n'a pas été censuré. Laura Harrier explique qu'elle a été coupée au montage pour raccourcir le film. C'est un problème parce que la femme de Montag donnait un point de repère sur ce qui rattachait Guy à cette société malade et endormie par le divertissement. L'actrice Laura Harrier ne semble pas trop embarrassée par son absence dans ce téléfilm. Sa carrière était déjà bien lancée, grâce à son rôle dans Spider-Man Homecoming, et elle a joué l'année suivante dans Black Klansman, J'ai infiltré le Ku Klux Klan de Spike Lee. Elle explique simplement que c'est le genre de choses qui arrivent dans une production, et que malheureusement, c'était son rôle qui était le plus dispensable à la narration. Finalement, le remake, malgré ses quelques bonnes idées, reste assez oubliable, et on en revient vite au livre d'origine. Nos recherches sur Fahrenheit 451 ont été très denses parce qu'elles impliquent de comprendre les origines de la guerre culturelle, comment les idéologies s'affrontent en détruisant l'influence de l'autre, mais ce qu'on retient, c'est que ce roman parlait déjà de l'emprise de la distraction sur nos esprits, notre mémoire et notre concentration. Les livres sont des médias excellents pour faire travailler notre imaginaire, transmettre des idées complexes ou nous ouvrir les yeux sur les imperfections du monde. Comme le disait le professeur Faber, les livres nous montrent les pores du visage de la vie. Maintenant, je vous invite à revenir en face de cette immense bibliothèque qu'on avait imaginée en début de vidéo. Celle dans laquelle se trouvent les milliards de bouquins, chacun de formes différentes, tous relatant des expériences, des histoires, des styles d'écriture différents. Ils ont tous survécu à des conflits, des catastrophes, des années de maltraitance dans un sac mal rangé, et pourtant, ils se retrouvent ici, sur votre étagère. Chacun ayant été écrit avec passion par quelqu'un qui voulait simplement exprimer une idée qui ne demande qu'à germer dans votre esprit. Derrière chaque bouquin se trouve une vie, donc savourez votre prochaine lecture. Colonel, on a trouvé cet individu rodé près du camp. Vous voulez vraiment finir dans un camp de travail, vous? Colonel, je souhaite reprendre notre discussion d'hier. Je ne suis plus votre colonel et notre conversation d'hier était déjà terminée hier. Pas celle concernant ma désertion. Capitaine, vous pouvez le détacher. À vos ordres. Rompez, capitaine. Je vous écoute. Pourquoi avoir choisi de rejoindre un truand? Ce truand, comme vous dites, m'a permis de voir au-delà de la frontière sud. Pour faire du trafic d'art? L'art renferme une partie de notre histoire. C'est plus que de la fiction. Ce sont des réponses potentielles à ce qui nous est arrivé. Rien que ça? Il vous a ouvert les yeux? Le chroniqueur est mon ami. Il fait de son mieux. Il est très malade. Je vous assure que c'est pas dans ses habitudes d'agir comme il l'a fait hier. Laissez-lui une chance. Laissez-nous une chance. Votre ami est dangereux. Vous le savez aussi bien que moi. Il est imprévisible, impulsif et égoïste. Je le vois dans vos yeux, vous le pensez aussi. C'est faux. Alors pourquoi je devrais lui donner un remède? Pourquoi lui? Pourquoi il mériterait plus que les centaines de personnes qui se ruent devant la frontière sud tous les jours? Ce qu'on fait ici a un sens. C'est tangible. On peut rétablir une civilisation. Un monde où les gens peuvent dormir sur leurs deux oreilles, éduquer leurs enfants, produire de la nourriture, construire des bibliothèques. Je crois en cette idée. Pas un idéal inatteignable. Et oui, tout le monde ne pourra pas faire partie de cet avenir et on se doit de sélectionner le meilleur de ce qui reste pour y arriver. Mais votre ami ne pourra pas en faire partie et vous le savez très bien. Arrêtez de le sous-estimer. On sait tous les deux que ce qu'il défend est important. Vous le défendez aussi. Que vous ayez des principes différents des miens, je peux le concevoir. Mais c'est d'avoir abandonné les vôtres qui me pose problème. Vous ne manquez pas d'hommes. Non. Oh non. Mais le bâtiment auquel vous étiez affecté a été envahi par des trafiquants de poudre de verre.
J'ai dû envoyer une équipe nettoyer tout votre bordel. Un de mes hommes y a laissé un œil et a failli y rester. Le capitaine? De toute évidence, oui. Bon, je suppose que nous en avons terminé. J'ai des problèmes plus graves que ça à régler. Je vous fais escorter à l'extérieur. Attendez. Le type, là, masqué, sur l'affiche. C'est le docteur? Vous connaissez cet homme? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est confidentiel. Où est-il? Donc c'est vraiment important. Ne jouez pas avec moi. Si vous voulez que je vous aide, vous savez ce que je veux. Pas à ce prix-là. Vous voulez attraper votre gars et je veux sauver mon pote. À vous de voir. Les remèdes sont réservés aux habitants, oui. Je pense qu'on avait compris. Est-ce que vous comprenez que si le chroniqueur a une dose, il devra servir la ville de gré ou de force? Tout ça, ça vous dépasse, le chroniqueur et vous. La justice que vous cherchez, elle est là, sous vos yeux. Vous vouliez m'aider? C'est maintenant ou jamais. Le docteur est dans les caves. Il aide les malades de la fièvre rouge. C'est lui qui nous a indiqué où trouver le labo. Il vous a manipulé. Je pense qu'il en a surtout après le chroniqueur. Écoutez, ce docteur, c'est un individu extrêmement dangereux. Il cible des personnalités bien spécifiques, comme votre chroniqueur. Il est à la racine de nombreuses catastrophes dans les terres grises. Si vous m'aidez à l'attraper, vous aurez droit à la récompense, vous aussi. Compris. Si le docteur utilise le chroniqueur, on a encore une chance de l'arrêter avant que quelque chose de très grave ne se produise. Mais nous allons devoir utiliser le chroniqueur comme appât. Il n'acceptera jamais. Restez concentrés. Vous voulez un remède, nous voulons le docteur. C'est vous qui l'avez dit. Arrangez-vous pour que le chroniqueur soit à l'hôpital ce soir. Hé, salut toi! Tu sais où sont les toilettes, par hasard? Qu'est-ce que tu fous ici? Tu vas arrêter, oui! C'est bon, mon gars.